Et on accueille Michael également. Paralympique, on va parler des Jeux, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne va pas faire de différence entre les sportifs. Vous savez que le sport en général et le paralympisme en particulier, on y vient avec ses différences, on en repart avec ses ressemblances. Ils sont 4 aujourd'hui à assister et à nous faire le bonheur et le plaisir d'être à cette table ronde. On va commencer avec Craig Spence qui va nous rejoindre. Craig Spence qui est, et on peut l'applaudir, porte-parole du Comité international paralympique. C'est un anniversaire puisque ça fait 33 ans aujourd'hui, 22 septembre. Bonjour Craig, que le mouvement paralympique, le Comité international paralympique a été créé. Lambis Konstantinidis, c'est le monsieur... Paris 2024, responsable des sujets paralympiques à Paris, formé à Athènes et également en études du côté de Paris. On ne pouvait pas rêver mieux pour les Jeux Olympiques et donc pour les Jeux Paralympiques. Et puis les athlètes, bien sûr, avec Pauline Déroulède qui a participé il y a quelques jours à son premier grand chelem de tennis. On peut l'applaudir, elle revient de New York. Et elle espère disputer dans sa ville ses premiers Jeux paralympiques. Lui a été porte-drapeau du côté de Rio. Il a été 8 fois vainqueur du Grand Chelem, vainqueur des Jeux paralympiques en 2008. Il a créé l'association pas comme les autres, directeur du French Riviera Open et il fait partie de la commission des athlètes de Paris 2024 avec Martin Fourcade. Michael Jérémiaz, journaliste également. Et mon défi aujourd'hui, ce sera de le vouvoyer, ce qui ne sera pas évident. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Églantine et également Messaoud nous l'ont dit, on avait vécu des Jeux de Londres extraordinaires, des Jeux hors normes. Il y avait tout. Il y avait des spectateurs, 2 700 000 spectateurs qui étaient là, plus de 11 millions de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture, 7 millions au quotidien. Il y avait surtout un engouement et un partage. Vous y étiez, on va commencer avec vous. Parce que c'est important de revenir. Lambis, c'était quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui avait fait la réussite, la force de ces Jeux qui restent des Jeux de référence? Alors bonjour à tous. Ce qui a rendu, à mon avis, le Jeu de Londres exceptionnel, c'était déjà la prise de conscience de ces comités d'organisation que le Jeu paralympique, c'était un événement qui n'était pas un événement en annexe de Jeux olympiques, un événement avec une identité propre, avec une tradition propre, avec des athlètes extraordinaires qu'il fallait valoriser, qu'il fallait mettre en avant, pas juste les quelques jours de Jeux paralympiques, mais bien en amont. Grâce à des partenariats avec d'un diffuseurs d'excellence comme Channel 4, grâce à une campagne dédiée au sport paralympique, avec des partenaires dédiés sur ça, on a réussi à construire un engouement autour des Jeux paralympiques bien avant le Jeu paralympique. Du coup, ce n'était pas la découverte au moment des Jeux paralympiques, c'était la fête, parce que la découverte, on avait déjà bien réussi. Craig Spence, pour le Comité international paralympique, j'imagine que vous allez dans le même sens, mais c'est vrai qu'on travaillait sur un terreau, sur vraiment un pays qui connaissait le paralympisme, puisque c'est là, en 1948, qu'il y a eu les premiers Jeux paralympiques du côté de Stockmanville. Il y avait aussi cette connaissance là-bas où l'handisport est respecté, où les athlètes sont adulés également. Yeah, I mean, the Paralympic movement was founded in Great Britain in 1948. And I think a lot of people expected, et je crois que bon nombre de personnes s'attendaient donc de ce fait à ce que Londres 2012 serait couronné de succès. Mais vous savez, les Jeux de Londres ont demandé énormément de travail. Le comité organisateur faisait preuve d'une grande vision. Il avait compris le plein potentiel que recelaient les Jeux paralympiques. Et ils ont compris que si on investissait pleinement dans les Jeux paralympiques, on pourrait vraiment améliorer ce produit, pour ainsi dire. Et cette vision d'amélioration des Jeux paralympiques, c'était une vision où on voulait les amener à un nouveau niveau, et cela a mobilisé toutes les personnes, la ville de Londres, le gouvernement britannique, les sponsors, les radiodiffuseurs, les médias, les partenaires. Tout le monde a emboîté le pas à cette entreprise, et ce qui s'en est suivi était quelque chose de tout à fait hors du commun et spectaculaire. Là, nous avons rehaussé la barre à Londres, et ce qui était formidable, c'est que nous avons vraiment relevé la barre dans certains domaines. Tokyo aurait pu, n'eût été pour la pandémie, dépasser Londres
Donc Londres aujourd'hui, c'est vraiment une étude de cas que nous devons tous garder en tête à Paris. Petite précision à nos amis, je vois que les sous-titres ne fonctionnent pas, donc c'est la première chose et j'ai pas la traduction dans les oreilles, donc je vais me permettre de traduire globalement ce que vous avez dit, c'est que quelque part, bien évidemment, les Jeux avaient commencé pour les Jeux paralympiques en 1948 du côté de Stockmanville, mais derrière, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont, ce que nous disait Lambis, il y avait la volonté de bien faire les choses, tout le monde, les sponsors, les médias, tout le monde s'est impliqué et c'était une vraie réussite, mais s'il n'y avait pas eu la pandémie, les Jeux de Tokyo auraient sans doute dépassé les Jeux de Londres, même si il y avait une vraie communion du côté de la capitale anglaise. Pauline, vous n'étiez pas à cette époque en situation de handicap, vous avez eu un accident plus tard. Est-ce que vous vous étiez intéressé aux Jeux de Londres déjà en 2012 ? Tout à fait. Moi, je me souviens, déjà bonjour à tous, je me souviens vraiment de la communication qui avait été faite autour des Jeux paralympiques, où on remerciait finalement les Olympiques pour l'échauffement. Je me souviens des affiches « Thanks for the warm-up » pour préparer l'ouverture des Jeux paralympiques. Et finalement, c'était ce que je retenais de ces Jeux, c'est qu'il y avait une vraie unité et zéro différence entre les deux compétitions. Et vraiment cet ensemble des athlètes olympiques, paralympiques, et qui vient aussi de la culture du handicap qui est dans la société anglaise et qu'on aimerait aussi avoir en France. Et je pense que par le biais du sport, on peut arriver à faire passer beaucoup de messages. Et comment aviez-vous ressenti les performances de ces athlètes? Est-ce que c'était un regard particulier, innocent, nouveau par rapport à ces athlètes différents, mais finalement sportifs de très haut niveau? Je pense que c'est important de rappeler les histoires des athlètes paralympiques, mais finalement de s'attarder à la performance, puisque c'est ça l'enjeu, c'est de performer lors des Jeux olympiques, paralympiques. Et c'est comme ça qu'on ne montre pas de différence entre les deux, puisqu'on parle de sport et on parle de performance avant tout. Michael, vous étiez au cœur du réacteur puisque le tennis se déroulait vraiment du côté de Londres. Il y avait beaucoup de spectateurs qui étaient présents. Il y avait un engouement permanent. C'était une fête, c'était la fête nationale tous les jours pendant 12 jours. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est un vrai tournant. Moi, j'avais fait les Jeux de 2004 à Athènes, les Jeux de 2008 à Pékin. Alors, chacun a son histoire. Il y a des choses très bonnes à prendre, évidemment, dans ces Jeux aussi. Mais en 2012... il y a une affluence qui n'est pas venue du jour au lendemain. Et c'est un vrai sujet, évidemment, pour nous, on va en parler après, mais c'est la capacité à mobiliser le public dans son ensemble. Et donc pour ça, il faut acculturer le public à ce que c'est le mouvement paralympique, à ce que sont ces athlètes. Et effectivement, ce sont des sportifs de haut niveau, rien de plus, rien de moins. Et je dis bien rien de plus, rien de moins, parce qu'en 2012, la campagne Thanks for the Warm-Up, elle a été extraordinaire. Et c'était d'ailleurs un sacré pied de nez, effectivement, aux Jeux Olympiques et de ce que Channel 4 a fait à la BBC. Et ça a très bien fonctionné. Mais il y a eu tout un concept d'héroïsation des athlètes et des athlètes paralympiques parce qu'on était invisible encore à cette époque-là, même si en Angleterre, depuis Stockmanville, mais pas que, il y avait déjà une identification de ces athlètes et de ce mouvement. Nous, on doit avoir notre identité en 2024. Le mouvement a évolué, le mouvement a mûri. Il y a eu la campagne We the 15 qui explique aussi la manière dont aujourd'hui les personnes handicapées, globalement, veulent être considérées, c'est-à-dire comme des citoyens comme les autres. Et nous, on doit y prendre notre part. Donc il faut trouver justement l'angle pour emmener les gens dans les stades, à regarder leur télé et à se prendre de passion pour les athlètes. Mais ce qui était effectivement extraordinaire, c'est qu'en fait, les gens savaient qui vous étiez. Ça faisait quelque temps qu'on le construisait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste il y a les Jeux paralympiques. Si je vous demande de me citer une dizaine, voire même 5 grands champions paralympiques, vous n'en connaissez pas. Et c'est, bon, encore là, on a un public sûrement d'experts. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas encore cette visibilité-là. Et c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il faut se prendre de passion. Effectivement, quand c'est le moment de leur histoire, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un cadre de performance sportive, c'est intéressant, comme pour des personnes valides, de savoir qui on est, ce qu'on fait, nos engagements, nos prises de position publiques. Et par contre, dans le cadre du sport, et ça a été un vrai tournant, en fait, on est là pour célébrer des sportifs de niveau qui performent. Et donc, oui, en tant qu'athlète, pour moi, ça a été vraiment les Jeux les plus fous dans la manière dont on a été respecté, honoré et dont on a apprécié vraiment ce qu'on faisait. Lambis, quand on parle, alors bien sûr, il fallait trouver un thème, mais de comparaison par rapport aux Jeux de Londres qui se sont terminés il y a tout juste 10 ans, une décennie après, et qu'on prend les Jeux de Paris, on sait qu'il y a du travail à faire, du chemin à faire du côté français. Il y a une ambition, faire aussi bien, voire mieux. Alors, il y a des atouts quand même. Il y a beaucoup d'atouts, notamment la volonté d'innover, de faire venir le sport dans la ville avec des sites qui seront situés tout près d'ici, notamment avec une cérémonie d'ouverture qui, la semaine prochaine, devrait être validée du côté de la place de la Concorde. Ce sont des atouts, des cartes sur lesquelles on a voulu jouer du côté de Paris 2024.
Tout à fait. Pour nous, quand on a promis des Jeux spectaculaires, on avait promis des Jeux spectaculaires olympiques et paralympiques. Du coup, quand on dit de mettre en scène les athlètes, de mettre en lumière leurs performances, etc., on veut les faire sur l'écran les plus beaux du monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu garder tous les sites spectaculaires iconiques des Paris. Comme ça, on dit aux Parisiens, aux Français, à tout le monde qui sera à Paris ce jour-là, voici, dans les plus belles avenues du monde, dans les plus beaux parcs du monde, vous allez voir les meilleures performances sportives. Mais ça, c'est bien de mettre cette scène à la disposition des Jeux paralympiques, mais ça ne se fait pas de soi. Il faut avoir aussi une excellente diffusion. C'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec France Télévisions. On a triplé quasiment la diffusion des Jeux paralympiques à Paris vis-à-vis Tokyo, par exemple, ce qui est extraordinaire, pas uniquement en période de jeu, bien évidemment, mais d'ici là, on aura cette opportunité de faire ces pédagogies, de faire parler des histoires des athlètes, de faire connaître et reconnaître les athlètes. C'est comme ça qu'on va construire un peu une expérience inédite. Et en plus, ce qu'on a voulu faire, ce n'est pas juste, bien évidemment, faire des jeux spectaculaires, mais aussi utiliser, si je peux utiliser l'expression, le jeu paralympique pour laisser une trace dans ces pays, en changeant les perceptions, en donnant des opportunités, des visibilités, grâce à ces mouvements et à cet événement sportif qui est bien au-delà qu'une célébration du sport. C'est une célébration de l'humanité. Alors, on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus tard sur effectivement l'héritage que doivent laisser les Jeux pour la population, pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire vous, moi, puisque ça fait quand même 15% de la population, hein, environ un Français sur 6, un Français sur 7 est touché par un handicap. Et puis si on met les personnes à mobilité réduite, on a même des personnes vieillissantes qui sont aussi concernées. Craig, je voulais juste avoir un avis. On a parlé de visibilité, de lisibilité. Ça passe aussi par des choix importants, des choix par rapport à certaines disciplines qui sont plus spectaculaires que d'autres. On a vu par exemple que dans les épreuves des Jeux d'hiver, il y avait en ski, alors certes ce ne sont pas des compétitions à opposition directe, mais 3 catégories: debout, assis, déficient visuel, avec des chronomètres qui étaient mis en fonction des handicaps. Est-ce que l'on peut imaginer que sur les Jeux d'été où il y a énormément de médailles décernées, énormément de catégories en natation ou en athlétisme, plus de 550 titres décernés, est-ce qu'on peut imaginer aller vers quelque chose qui soit plus lisible pour le grand public ? I think a lot of people, when they look at Paralympic sport for the first time, they think that classification can be a barrier to ils pensent que la classification peut être un obstacle pour prendre part à des jeux. Prenons la boxe. La boxe a un système de classification où il classe les personnes par poids. Nous classons les personnes par leur handicap et la manière dont leur handicap a une incidence sur la capacité de pratiquer le sport. Donc je ne pense pas que la catégorisation devrait être un obstacle à la participation aux Jeux paralympiques, parce que c'est vraiment une expérience formidable. Vous savez, ce que nous avons fait notamment avec Londres 2012, c'était de resituer complètement les Jeux paralympiques, car avant Londres, très peu de personnes se rendaient compte combien les Jeux paralympiques étaient de si haut niveau que cela. Et ce que nous avons fait à Londres, vous avez vu la chaîne 4 de Londres, et chaque partenaire menait des campagnes promotionnelles formidables, où pour la première fois, les para-athlètes n'étaient pas vus pour leur handicap, mais vus comme des athlètes à part entière. Et ensuite, la performance était vue comme une performance. Une personne, il lui manquait une jambe, mais on voyait qu'il pouvait courir en une distance incroyable en même pas 10 secondes. Et donc, on entendra tout à l'heure parler de Michael Phelps, le plus grand nageur au monde. Mais sans bras, aurait-il pu atteindre les mêmes scores aux Paralympiques? Alors ne laissez pas la classification vous freiner pour prendre part aux Jeux paralympiques. Venez voir les Jeux paralympiques les plus incroyables que vous n'aurez jamais vus dans votre vie. C'est ce que vous allez voir dans 2 ans ici à Paris, et cela va changer votre vie. Je peux vous le garantir entièrement. Les Jeux que vous voyez maintenant vont changer votre vie pour tout le Pauline, reste du temps. On a aussi des sports qui sont extrêmement spectaculaires. On voit par exemple quand on a le rugby fauteuil, quand on a le basket, il y a beaucoup d'engagement. Il y a des sports qui sont plus stratégiques. Il y a aussi des sports comme la boccia qui concernent des gens qui sont touchés par un très haut handicap. C'est ça aussi, c'est la possibilité de s'adresser à tous les publics. C'est ce qui vous plaît aussi dans ces Jeux paralympiques ?
Bien sûr, il y a vraiment une diversité des disciplines qui proposent au public de découvrir des sports différents. On l'a vu aux Jeux de Tokyo, d'ailleurs, notamment avec le rugby fauteuil qui a été un vrai succès, très impressionnant. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut montrer lors de ces Jeux à Paris paralympiques, c'est tous les sports. Vraiment qu'il y ait une unité olympique-paralympique pour pouvoir montrer du sport. Et ça va donner des disciplines qu'on découvrira et qu'on aura le plaisir à découvrir. Mais effectivement, je pense que la notion de rendez-vous, elle est très importante. Et il faut donner rendez-vous aux gens, il faut leur raconter des histoires pour qu'ils soient au rendez-vous à Paris 2024 et qu'ils ne découvrent pas en temps et en heure ces athlètes qu'ils auront le plaisir de voir dans la performance. Alors, raconter des histoires, c'est raconter leur parcours. C'est vrai que très souvent, il y a des sujets qui intéressent, qui interpellent sur des athlètes handisport. On en a parlé souvent avec Michael, parce que quand on s'est retrouvé à commenter des épreuves, notre défi, c'était justement de laisser à un moment le handicap de côté et de ne commenter que la performance sportive. Ce sera la prochaine étape, quelque part, de pouvoir commenter du basket fauteuil comme on commenterait du basket valide. C'est déjà le cas. C'est le cas, en tout cas, selon moi, c'est le cas de ceux qui ont compris comment on devait en parler aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'on pourrait là décider avec Pauline de vous raconter ce qui nous est arrivé et d'en parler longtemps, de l'analyser et des conséquences pour nous dans le parcours personnel. Tout ça, et le sujet est passionnant et peut-être même encore plus intéressant que notre capacité à bien taper dans une balle jaune. Sauf que quand tu parles des Jeux paralympiques, quand tu es en période de commentaires de performance sportive, on s'en fout qu'il soit fait bouffer par un requin ou qu'on soit fait renverser ou que j'ai fait un saut à la coin ski. C'est pas le sujet. Ça, évidemment que pour nous, ça a de l'importance dans notre vie de tous les jours. Et redemander à chaque fois à une personne pour qui c'est potentiellement le pire jour de son existence, racontez-nous ce qui vous est arrivé ce tel jour. Mais en fait, non, ça n'est pas le moment. Et c'est assez important d'arriver à le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni. Moi, j'ai pas de prêt à m'en parler. Pauline n'a pas de prêt à m'en parler. Je veux dire, ça fait partie de nos parcours de vie. C'est ce qui fait aussi ce qu'on est devenu. Mais je reviens sur ce que disait Craig. La question de la lisibilité, on en a beaucoup entendu parler, notamment les médias, ça a été un frein. Oui, il y a beaucoup de catégories. Mais en fait, ce n'est pas vraiment, à mon sens, le sujet. Le sujet, c'est comment, et je vois, il y a évidemment France Télévisions, mais l'équipe, Radio France, tous les médias dans les 2 ans qui viennent, pas uniquement le diffuseur officiel, qui peuvent s'emparer de ça. Il y a suffisamment de compétitions nationales et internationales qui vous permettraient, vous, consommateurs, spectateurs, téléspectateurs, en fait, de prendre votre pied, c'est-à-dire d'aller dans les stades, de regarder à la télé, d'en parler au bureau. Parce que c'est pas plus con en soi de faire du tennis dans un fauteuil que sauter le plus impossible dans un bac à sable. C'est juste une façon de pratiquer son sport. Mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, on en est capable. Les Anglais ne l'ont pas fait 10 ans avant, notamment sur toute la communication. Ils ont accéléré énormément dans les 2 années qui ont précédé. Et donc là, on est en plein dedans. Alors, il ne faut pas traîner. Et donc on le fait, on est beaucoup, de plus en plus à se mobiliser, que ce soit évidemment les parties prenantes, les athlètes. Les athlètes ont été au cœur du projet depuis le début et on a intérêt à continuer à bien s'assurer d'être au cœur du projet. Mais il n'y a rien qu'empêche qu'on arrive à le faire. Effectivement, moi j'habite à Londres maintenant depuis 3 ans, la question de l'accessibilité, je suis beaucoup plus à l'aise à Londres qu'à Paris. Quand on est en fauteuil roulant, c'est jamais un problème de prendre le taxi, je me fais jamais discriminer parce que je suis en fauteuil roulant, ce qui m'est arrivé il y a encore une semaine, alors que tu vois, je suis sportif, j'ai un tout petit fauteuil compact, j'ai pas la gueule de travers, donc j'aurais dû, tu vois, ça a été plus facile pour moi que pour plein d'autres personnes qui se retrouvent entravées au quotidien. Et le truc, c'est comment on fait collectivement et non pas uniquement en attendant que l'État décide de rendre le métro accessible ou que tel média diffuse telle ou telle compétition. C'est chacun, tous autant que vous êtes, s'emparer de ce sujet. C'est-à-dire pas dire moi je suis sensibilisé au handicap, au parasport, à la différence, c'est des gens super, ils m'inspirent. Non, c'est pas ça. C'est d'y aller, c'est d'en parler, c'est d'aller acheter vos billets, c'est d'aller nous encourager, c'est de parler de nous, d'apprendre à nous connaître. Et donc, toutes les personnes ici, et c'est très bien ce genre d'événement, c'est de le faire collectivement. Nous, on fait notre part du boulot. Toi, je sais, tu fais ta part du boulot. Chacun, en représentant son institution, le fait. Mais chaque individu, et pas uniquement des personnes spécialistes du sujet. Chaque citoyen peut permettre que, dans 2 ans, et c'est pas trop tard, les Jeux soient réussis. Et moi, j'en suis persuadé, vraiment. Mais par contre, c'est un effort collectif. Et il ne faut pas traîner. Craig, comment vous faites du côté de l'IPC pour travailler main dans la main avec les pays organisateurs, avec les comités d'organisation des Jeux, afin d'optimiser le produit, qui est un produit visuel d'abord à la télévision pour les athlètes, parce que ce sont eux qui sont d'abord concernés, mais aussi pour tous les spectateurs qui viennent, et pour laisser un bon héritage, à savoir qu'ensuite le handicap ne soit plus une barrière. Absolutely. I mean, we organise not just a sport event,
On organise bien sûr un événement sportif, mais un événement sportif qui a un but précis, parce que les performances sont celles des athlètes. On change, nous, les comportements vis-à-vis du handicap, et on laisse effectivement un héritage du côté paralympique. Regardez l'infrastructure à Londres, par exemple. La rive sud est accessible grâce aux Jeux paralympiques. La télé britannique, aujourd'hui, a complètement changé par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que les personnes porteuses de handicap, aujourd'hui, sont représentées sur toutes les chaînes TV. C'est incroyable. Si vous allumez la télé aujourd'hui, regardez, il y a 10 ans, c'était vraiment étrange quand on voyait quelqu'un porteur de handicap. Aujourd'hui, c'est normal. Et c'est pareil pour l'équilibre homme-femme à la télé. Et puis les groupes ethniques aussi. On parle aussi d'orientation sexuelle. Et maintenant, le handicap, c'est la norme au Royaume-Uni. Et bien sûr, à Rio, il y a eu un énorme changement. Les systèmes de transport ont changé à Tokyo. Il y a aussi l'accessibilité qui s'est beaucoup améliorée. Lorsque Tokyo a gagné les Jeux en 2013, 70% de leurs stations de métro étaient accessibles. Maintenant, c'est 100%. Rien ne se serait passé sinon sans les Jeux paralympiques. Donc, vous voyez, le sport, c'est un levier absolument incroyable qui peut repousser les limites et changer les comportements. Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup compté à Londres, et quand on regarde les statistiques notamment, on le voit, et si vous y arrivez à Paris, moi, ça me rendrait vraiment très heureux. Regardez, au Royaume-Uni, les Paralympiques ont changé les comportements pour une personne sur 3, grâce au sport. Donc 20 millions de personnes ont changé de point de vue vis-à-vis du handicap. Maintenant, changer de comportement, c'est bien beau tout ça, mais 6 années plus tard, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, on voit que les personnes porteuses de handicap arrivent plus facilement à trouver un emploi. Bon, c'est pas que grâce à nous, c'est vrai, mais il y a beaucoup de personnes qui regardaient les Jeux paralympiques et qui avaient peut-être des discriminations en elles contre ces personnes. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui bat un record du 100 mètres alors qu'il n'a qu'une jambe et vous dites « Waouh, c'est incroyable !» Donc, au lieu de se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas dans un corps de personne, vous vous concentrez sur la réussite. Et maintenant, au Royaume-Uni, la différence, c'est pas vu comme quelque chose de négatif. La différence, c'est une force. Et si nous arrivons à faire la même chose dans toutes les villes qui accueilleront les Jeux paralympiques, eh bien le monde sera un mieux monde vivre ensemble. Oui, alors ça fait rêver. On entend transformer les faiblesses en force. 70% du métro accessible auparavant à Tokyo, maintenant 100% pour les personnes à mobilité réduite. On en est bien loin à Paris quand on s'en réfère à ce qu'a écrit Rachel Préti, notre consoeur dans l'équipe. Aujourd'hui, 14 lignes de métro, une partiellement accessible, c'est la dernière, la 14e. Alors c'est compliqué parce qu'on en parlait avec Michael, c'est à peu près 15 millions pour permettre à une rame de métro d'être accessible aux personnes à mobilité réduite. Comment faire pour offrir des solutions annexes? Parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir des problèmes de mobilité. Alors, la question des transports, elle est essentielle pour l'accessibilité, l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, ce n'est pas le rôle d'un comité d'organisation de rendre accessible quoi que ce soit, mais c'est une opportunité, grâce au Jeux, de mobiliser les parties prenantes par rapport à ça. C'était parmi les premiers sujets qu'on avait discuté avec l'État, avec les parties prenantes. Comment est-ce qu'on peut profiter de l'élan des Jeux paralympiques pour arrêter de considérer ce type de sujets comme des tabous? On travaille du coup beaucoup avec l'État sur plusieurs sujets. D'abord, vraiment voir est-ce qu'on peut changer un peu les cadres réglementaires pour permettre une approche plus pragmatique à la mise en accessibilité du métro, comme c'était le cas à Londres, où ils avaient fait des choix stratégiques et pas rendre toute une ligne accessible. Est-ce qu'on est capable de le faire ici? C'est un cours d'investigation et j'espère qu'on saura vous répondre dans quelques mois avec des résultats concrets. On avait aussi la question des taxis. Tu as parlé de taxis à Londres qui sont quasiment tous accessibles. Maintenant, grâce aux Jeux paralympiques, l'État aide les compagnies de taxis pour rendre des taxis accessibles, 1000 taxis de plus d'ici 2024 pour justement aider en ce sens. Le bus, aujourd'hui à Paris, on a 100% des lignes accessibles, mais parfois le bus peut être accessible, mais sur la rue, l'arrêt n'est pas forcément accessible. Du coup, un gros travail avec les territoires pour profiter de cet élan pour rendre tout ça accessible. Ce n'est pas des sujets qui sont faciles à voir et ce sont des mini-interventions droit et là, mais dans leur globalité, ils font une grosse différence. On a parlé un peu de l'infrastructure, mais je pense qu'il faut parler aussi
des gens qui vont nous suivre. Nous, en tant que comité d'organisation, on investit beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale à la préparation de cette nouvelle génération, avec notre semaine olympique et paralympique à laquelle certains de nos champions participent, où on essaye de montrer aux enfants ce que c'est la différence, ce que c'est l'inclusion, et qu'on les prépare pour considérer le sport comme quelque chose qui est normal. Pareil, on travaille avec la ville de Paris, par exemple, pour aménager leurs espaces sportifs pour que les gens en situation de handicap puissent faire plus de sport, puissent faire partie de cette expérience. Du coup, il y a plusieurs initiatives de cette nature et dans leur globalité, devraient vraiment laisser une trace importante en France. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Alors le chantier est énorme. C'est vrai qu'il y aura cette journée paralympique qui sera le 8 octobre à la Bastille, c'est le samedi. Allez-y, parce que c'est vrai que finalement, à l'école, on pourrait très bien faire de l'escrime fauteuil comme de l'escrime debout. Ça serait aussi quelque chose de pédagogique et quelque chose d'intéressant. Ce que l'on attend du côté des sportifs comme vous, c'est de participer aux Jeux. Vivre des Jeux à domicile, ça arrive qu'un siècle, que tous les siècles pour les Jeux olympiques. Et alors là, ça serait une première pour les Jeux paralympiques en France. Mais c'est aussi un accélérateur de particules parce que quelque part, vous voulez qu'il y ait un peu plus de lumière sur vos sports, qu'il y ait plus de lumière aussi sur la possibilité d'accueil dans certains centres, dans certaines piscines, dans certains stades, parce que ça n'est pas facile aujourd'hui encore. Il n'y a, je crois, qu'un gros pourcent de la population handicapée qui est licenciée dans les clubs, Pauline. Effectivement, ça fait partie des enjeux d'accueillir les Jeux chez nous, c'est voilà, de rendre, on va dire, plus visibles des disciplines qui ne le sont pas, et aussi les rendre accessibles. Moi, je me tue partout où je passe, notamment auprès du jeune public, d'essayer d'orienter, de diriger des jeunes en situation de handicap, notamment, mais qui n'ont pas encore pu choisir leur sport, qui ne savent pas vers qui se tourner. Donc je pense qu'il y a un immense travail à faire là-dessus, parce qu'il y a des jeunes en situation de handicap qui voilà, ne sont pas mis au sport pour les mauvaises raisons, parce qu'ils n'ont pas été bien entourés. Et ça, c'est vraiment un travail immense à faire. Et je pense que nous, athlètes, on participe tous les jours, partout où on passe, à faire passer des messages, à orienter les jeunes qui pour moi, sont l'avenir. Auprès des jeunes, le jeune public, on parle du handicap, on parle du jeune public qu'il faut sensibiliser, leur montrer que la différence peut être belle. Et c'est par eux qu'on fera évoluer évidemment les choses, la culture du handicap dans notre pays. Donc on a vraiment beaucoup de missions à accomplir. Et encore une fois, je rejoins Mika là-dessus, ça commence maintenant. Et il faut que tous les acteurs qui participent, les médias bien sûr, forment une unité autour de ça pour faire passer les bons messages ensemble, pour qu'on arrive, en plus de performer lors de ces Jeux, à préparer la suite pour que tout le monde puisse avoir accès au sport. Mika, Lambis le disait, c'est pas le rôle du COJO de faire en sorte que, du COJO et du comité paralympique également, de faire en sorte qu'il y ait une accessibilité, mais ce sont des symboles. Les symboles sont très forts. Alors, ces symboles, il faut s'en servir aussi. On parlait tout à l'heure des personnes à mobilité réduite à la télévision. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer de plus en plus des passages transversaux entre des commentateurs valides et des commentateurs handisport. C'est votre cas sur Roland-Garros, c'était le cas de Marie-Amélie Le Fur sur l'athlétisme, c'était le cas de Ludivine Loiseau en 2007, qui était avec Florent Manodou sur les championnats du monde d'athlétisme. Ça passe aussi par ça, par un échange, par des fédérations qui soient à la fois bicéphales, côte à côte des athlètes valides et handisport. C'est l'évolution du mouvement. On parle d'une équipe de France unie, la Fédération française handisport qui organisait tous les sports pratiqués par la personne handicapée a perdu un certain nombre de sports qui, donc les fameuses délégations vers les fédérations valides. Donc le tennis est un sport qui est encadré par la Fédération française de tennis qui gère tous les tennis. L'idée, c'est pas d'oublier son histoire. La Fédération française handisport, sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il faut que tout le monde puisse permettre à tout un chacun d'accéder à la pratique sportive, pas pour être des champions, tant mieux si on est des champions, des championnes, mais pour pouvoir créer du lien social, vivre plus longtemps, vivre mieux, être intégré dans la société. La réalité, c'est qu'il y a des outils, effectivement, des outils, on l'a vu pendant le jeu de Tokyo sur l'équipe, on l'a vu ensemble à Roland-Garros, on l'a vu à Sochi. Il y a plein d'outils où il faut évidemment nous mobiliser, pas uniquement sur notre expertise paralympique ou handicap, mais globalement sur notre expertise sportive. Donc ce sont des messages forts. Je veux juste revenir, parce que tu sais que je réponds jamais à tes questions, je veux juste revenir sur le métro et sur les enjeux de transport. Effectivement, ce n'est pas le rôle du COJO, on le sait, et le COJO, ce serait super si le COJO avait ce rôle-là, les moyens et le pouvoir de le faire. Ça aurait été fait, à mon avis, depuis bien longtemps. C'est une question de volonté politique, c'est une question de courage politique.
c'est les compétences de la région et à un moment, c'est un problème d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est effectivement à peu près 15 millions d'euros pour rendre accessible une station de métro. L'Angleterre a légiféré dessus. Nous, il n'y a rien qui nous en empêche. C'est comme moi, je peux prendre le métro à Londres. Je ne prends pas toutes les stations, mais c'est une solution de mobilité existante. Je ne demande pas que toutes les stations soient accessibles. Et tu l'as rappelé, c'est les personnes handicapées, c'est les parents avec des poussettes, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui sont juste tordus la cheville au foot le week-end et qui vont galérer. C'est des gens, c'est des touristes avec des bagages. L'accessibilité, il faut l'aborder d'un point de vue universel. La question du métro, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il ne soit pas accessible dans 2 ans. Mais quelles sont les solutions de mobilité alternatives sur lesquelles on travaille? Et ça existe. Ces trucs sur lesquels on est en train de travailler, on a fait de l'autolib, du vélib, on peut faire du trottilib sur notamment des adaptations faites pour les fauteuils roulants sur des trucs qui coûtent pas cher. En fait, c'est ça, c'est juste de dire, ok, on va pas juste être borné sur un truc qui, pour moi, est un scandale que le métro parisien ne soit pas plus accessible, on est d'accord, mais c'est un problème global. Et la question des transports, oui, 100% des bus parisiens, franciliens, sont accessibles. Mais quid de la formation de tous les chauffeurs de ces bus, de leur capacité de faire, quid de tous les gens qui sont dans le bus, quand ils voient un fauteuil roulant, qui ne font pas d'efforts, et ça arrive tous les jours, je vous le dis, qui ne se décalent pas, qui ne font pas l'effort de laisser de la place, la petite place à la personne qui, elle, n'a pas d'autre choix de mobilité. Les taxis, je le sais, on en a bossé avec les taxis G7, 1000 taxis ou 2000 taxis d'ailleurs supplémentaires, accessibles. Mais le problème, ce n'est pas l'accessibilité des taxis. Moi, mon fauteuil rentre dans une Fiat 500. Le problème, c'est le mec qui me regarde, il y a encore une semaine, qui me fait ça, alors qu'il a la lumière verte, et qui monte mon fauteuil du doigt alors qu'il a un monospace. Ce mec-là, il pourrait avoir un taxi accessible, avoir été formé pour, et c'est-à-dire en gros qu'il puisse accueillir tout le monde. Si cette personne-là ne se rend pas compte en fait de l'impact de ce qui fait à ce moment-là de la discrimination sur un individu parce qu'il est handicapé, on perd notre temps. Donc pourquoi je reviens là-dessus, et je suis monomaniaque, je reparlerai toujours de ça, c'est que ça dépend en fait de nous, en tant que citoyens. Ça n'est pas, et donc aussi de courage politique, du président, des différents ministres, on parle du ministère des Transports. La mobilisation n'est pas uniquement le COJO, le CPSF sur le sujet. La mairie de Paris, la région Île-de-France, l'État, et toutes les branches de l'État, le sport, c'est la culture, c'est la santé, c'est les transports, c'est tous ces sujets-là. Et les médias, évidemment. Et ça va dans le bon sens, on l'a vu, on s'est beaucoup accrochés tous ensemble depuis longtemps, on l'a fait ensemble, des fois les uns contre les autres, mais toujours avec la même vision. En 2004, on était plus qu'invisibles. Aujourd'hui, il se passe des choses incroyables, et tant mieux. Mais il y a tellement encore à faire, et effectivement, le résultat, c'est quand moi je mets la télé à Londres, en fait, je suis halluciné, c'est qu'en fait, je vois des personnes handicapées dans des trucs qui n'ont rien à voir avec le sport tous les jours. C'est devenu complètement banal. Et cette banalisation de la différence, le meilleur outil, pour nous, à 2 ans, c'est les Jeux paralympiques. Et quand on aura tous vraiment compris que c'est un putain d'outil, vraiment puissant et un formidable accélérateur, c'est vertueux pour tout le monde, pas juste pour les 12 millions de personnes handicapées en France et leurs aidants. Et voilà, donc il faut y aller, quoi. D'ailleurs, je vais y aller. Can I just add on to that? I mean, I think we get this mindset when we get the games coming to your city is we've got to get everything done by the time of the opening ceremony. And that's not the case. And if you look at Barcelona in 1992, ce qu'il en est de Barcelone en 1992, c'était vraiment un cas d'école. Barcelone n'était pas du tout une ville accessible pour accueillir les Jeux. Ils ont apporté énormément d'améliorations pour recevoir et accueillir les Jeux. Mais depuis la fin des Jeux en 1992, Barcelone a continué de renforcer ses infrastructures. L'ensemble de leur système de transport est entièrement accessible. Cela, il leur a fallu 30 ans pour ce faire. Aujourd'hui, Barcelone est une des villes les plus accessibles de toute l'Europe. Alors, aujourd'hui, ici à Paris, nous n'allons pas pouvoir rendre la ville très accessible. C'est une des villes les plus denses d'Europe. C'est impossible de la rendre entièrement accessible. Mais ce qui est important, c'est de ne pas nous focaliser entièrement sur l'accessibilité entre maintenant et les Jeux. Nous devons poursuivre ce cheminement, certes. Mais par exemple, pour ce qui concerne le métro accessible, si les personnes vivant avec un handicap ne peuvent pas être leviers de changement des lois, alors je me pose la question, quels seront ces catalyseurs, ces leviers? Si on peut changer la loi en amont des Jeux, la mise en œuvre de cette loi pourra se concrétiser par la suite. Lambis, des Jeux paralympiques réussis à Paris, ce serait quoi? Ce serait tous les billets vendus, ce serait un public conquis, ce serait des licences prises ensuite pour des jeunes qui sont en situation de handicap, ce serait une accessibilité et une mobilité facilitée, et un regard surtout qui aura changé par une partie de la population vis-à-vis des gens en situation de handicap. Les Jeux réussis de Paris 2024 seront des Jeux où des gens comme Michael Jeremias n'ont jamais eu des expériences comme ça, parce que les gens auront compris que j'ai un client
je les prends. Et je ne regarde pas s'il vient en fauteuil, etc. Le jeu paralympique réussi seront bien évidemment des jeux avec des stades pleins, avec des performances exceptionnelles, avec des moments spectaculaires. Et ça va rentrer dans l'histoire du mouvement paralympique. Mais c'est surtout si ces moments sera le moment historique et on pourra parler d'un avant Paris et un après Paris 2024 concernant les handicaps et concernant aussi le parasport, la reconnaissance du parasport. Déjà, grâce à Paris 2024, et vous pouvez me contredire, on a une meilleure visibilité avec une équipe de France unie, avec une promotion des athlètes paralympiques inédite depuis même 2012. 2012, la promotion, le nombre d'heures qu'on avait dans la télévision, c'était très, très réduit. Déjà, ça a énormément changé. Du coup, déjà, on voit l'héritage aujourd'hui. Mais on veut s'assurer que Paris 2024, pour le parasport aussi en particulier, sera le moment où la France est vraiment rentrée dans ces podiums des grands pays paralympiques. Alors, je vais juste être un petit peu corporate, mais il faut savoir aussi que l'on est tributaire, quand les Jeux paralympiques ont lieu, des images qui sont réalisées par le pays hôte. Et donc, auparavant, il n'y avait par exemple pas de course d'aviron quand on était à Londres en 2012, ce qui peut paraître paradoxal, parce que sur le bassin d'Eton, il y a une vraie tradition. Il y a eu pour la première fois aux Jeux de Tokyo de l'aviron réalisé, et il y aura d'énormes efforts qui seront faits dans 2 ans par France Télévisions, entre autres, tout en sachant que 4 ans après, généralement, la règle, c'est que le pays organisateur ne peut pas faire moins que l'année d'avant, que la Paralympiade d'avant. Donc tout ce qui est gagné, on le garde. Juste, j'avais une question tout à l'heure qui est un peu dans le même sens. On parle des Jeux, mais bien évidemment, il y a aussi des championnats du monde. J'imagine que pour vous, Pauline, le rêve, c'est qu'à terme, eh bien, ça ne soit pas que tous les 2 ans sur les Jeux paralympiques d'hiver ou d'été, mais que ce soit des championnats du monde d'athlétisme, comme ce sera le cas d'ailleurs à Paris l'an prochain, à Charletti, ou alors des championnats du monde de judo, des championnats du monde d'autres épreuves, ou des grands chelems de tennis qui soient diffusés avec des athlètes en e-sport. C'est ça la prochaine étape aussi. Bien sûr, l'idée c'est qu'on finalement on parle de sport, peu importe qu'on parle d'athlètes valides ou en situation de handicap. C'est le sport qui nous réunit. Je pense que Mika ne me contredira pas. Quand nous, on fait notre sport, on ne ressent pas le handicap. Et finalement, c'est le regard que devrait porter la société sur les athlètes parasportifs, puisque le handicap, nous, on le vit très bien et on fait du sport avant tout. Et finalement, c'est ce qu'on voudrait créer, l'engouement autour du sport tout court, pour que le public vienne, pas seulement sur une compétition comme les Jeux paralympiques en 2024, mais aussi sur d'autres compétitions, sur des disciplines bien précises. Et ça serait merveilleux. Michael, c'est vrai qu'on a aussi une question qu'on se pose souvent. C'était le cas en 88. Alors c'était encore avant Barcelone, c'était il y a 34 ans, mais avant les Jeux de Paris. Mais c'était une participation des épreuves handisport lors des Jeux Olympiques. Il y avait à chaque fois, alors on a bien compris que c'était compliqué parce que c'était des instances différentes, des sponsors différents, il y avait une accessibilité et puis il fallait faire une rotation dans le village olympique ou paralympique, mais quand même on ne pourrait pas imaginer à un moment qu'il y ait une passerelle d'une épreuve dans un sens et dans l'autre. Je pose la question à Michael, mais elle concerne également Craig parce que je pense que ça ferait sens pour le grand public. En fait, je pense qu'on essaie de penser beaucoup à la place du public. Tu vois, on entend souvent le public, on l'a entendu à l'époque, moi maintenant, le public n'est pas prêt à voir des athlètes handicapés faire du sport à la télé ou dans les stades. Beaucoup de pays nous ont montré qu'ils sont capables de le faire, de l'apprécier. Tu le vois, les championnats du monde d'athlétisme précédents, ils étaient en Angleterre, c'est dans un stade plein, donc pas dans un stade avec 3000 personnes, c'est un stade avec 40 000 personnes, donc bien après, donc c'est un héritage des Jeux paralympiques, et avec toujours des records d'audience sur Channel 4, qui lui, c'est vraiment spécialisé là-dessus, mais aussi la BBC qui retransmet depuis 2005 le Wimbledon. En 2005, Wimbledon retransmettait le tennis en fauteuil comme n'importe quel tennis. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, oui, il y a des espèces de gros coups de projecteur qu'on peut faire, mais on a déjà les tournois du Grand Chelem. Nous, ça fait les premiers, c'est au début des années 2000, les tournois du Grand Chelem. Roland Garros a été le dernier à accueillir les joueurs de tennis en fauteuil, mais on est présent pendant les tournois du Grand Chelem. Tu peux regarder un moment Serena Williams, puis Nadal, et puis Pauline. Moi, je suis un vieux retraité, donc vous ne me verrez plus. Mais le truc, c'est que c'est possible déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des événements qui sont pratiqués ensemble et qui fonctionnent bien si on a envie de communiquer sur ces événements-là. Les gens ont compris qu'il y a du tennis qui est pratiqué debout par des hommes, par des femmes, par des gens en fauteuil, par des jeunes, quand on met les juniors, ou les seniors, les anciens. Donc aujourd'hui, sur les Jeux olympiques et paralympiques, qu'on se serve d'un ou deux éléments
très précis. Un 100 mètres, j'en sais rien, une exhibition de basket. Je te dis ça simplement parce que j'ai vu les Jeux du Commonwealth. Mais ça a déjà été le cas. Dieu sait que le Commonwealth est en avance, comme les pays... Ça dépend de quoi on parle. Oui. Mais c'est vrai que sur les épreuves d'athlétisme ou de natation, il y avait des courses valides et des courses handisport. Et ça choquait personne et au contraire, c'était gagnant-gagnant. Non, mais sur des compétitions européennes, mondial, ça peut fonctionner très bien. Sur les Jeux olympiques et paralympiques, et notamment sur ce que ça représente pour les athlètes, ce que ça représente au-delà de tout ce qui est politique, logistique et tout, on a des calendriers internationaux. C'est-à-dire que, tu vois, pour qu'on puisse, quand tu es un joueur de tennis et que tu es 6 mois par an à l'étranger, que tu as plus de 20 tournois par an, va passer 2 semaines à faire une compétition qui tombe en plein milieu. Donc il y a des réalités. Après, tout ce qui permet d'unir, de rapprocher. Moi, j'ai rien contre l'IPC ou le CIO. Je fais partie d'un mouvement qui est l'IPC, mais j'aurais pu faire partie d'un mouvement qui est le CIO. Ce sont des entités qui défendent leurs athlètes et le développement des pratiques. Et alors là, pour le coup, le haut niveau et la pratique pour tous. Moi, j'ai aucun problème à qu'on fasse des choses ensemble. Et on en fait déjà. Et on n'a jamais été aussi proche entre le CIO et l'IPC. Quand tu vois l'organisation des Jeux de Paris, c'était pas le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le CIO, il voulait pas entendre parler de nous. Certainement pas. C'était on le fait parce qu'il faut le faire. C'était le truc, ben voilà les clés. Et maintenant, prenez la suite. Non, maintenant, il y a une vraie coopération parce qu'ils ont compris. Le CIO et le mouvement olympique, l'évolution, elle est comme ça. Ça progresse, mais elle est comme ça. L'évolution du mouvement paralympique, elle est comme ça. Et les entreprises, et on parle aussi, on n'a pas parlé, on parle de business, c'est des opportunités incroyables. Donc à un moment, sans aucun cynisme, il faut aussi aller là-dessus. Et ça passe dans la diffusion médiatique. Ça fera de l'audience si on le vend bien, et on saura le vendre aussi. Très vite, Craig, parce qu'on touche à la fin. This is a question I get asked all the time. I think c'est une question que je pose toujours. Je pense que l'intégration d'événements au-delà des Jeux paralympiques, par exemple le tennis, tombe sous le sens. Ramener les Jeux olympiques et paralympiques ensemble ne tombe pas sous le sens. Cela pourrait allonger grandement la période des événements. Il serait difficile de maintenir la même taille pour les 2 événements. Qui a besoin de 4 semaines ininterrompues? La couverture média en pâtirait également. Elle serait réduite. Donc, on voit toutefois les changements de mentalité à l'égard du handisport et cela serait amoindri. Donc, les comités organisateurs organisent les 2 jeux et il serait vraiment à notre avantage de tenir les 2 jeux. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Il y aura vraiment des jours extraordinaires. On voulait remercier Pauline, Craig, Lambis, Michael et on a bien senti la passion. Donc il y a les Jeux. Il y aura les Jeux Olympiques d'abord et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024. Et avant cela, le 8 octobre, la journée paralympique du côté de la Bastille. Merci de votre attention. Et puis, ça continue ici dans le studio 104 avec les maîtres du temps qui sont revenus. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci à tous.